Salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rôlistes et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble du Star Wars Edge et plus précisément le module d'aventure Entente Forcée pour l'ère de la rébellion qui était sorti en 2016 en version anglaise et qui vient de sortir enfin en version française. Je vous propose de voir du coup si elle vaut le coup et s'il faut se lancer dans cette aventure ou pas. Mais stop, avant tout ça, tout d'abord, May the Force be with you, bonne Saint Star Wars à tous, et comme vous le savez chez Entre Rôlistes, pour fêter ça, on aime bien faire un petit jeu concours, et cette année, on a décidé de vous faire gagner un exemplaire de Entente Forcée pour l'ère de la rébellion, donc le module d'aventure. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit 1. De vous abonner à la chaîne, 2. De liker la vidéo, et 3. De mettre en commentaire May the Force be with you, et j'espère qu'elle sera avec vous la force pour ce jeu concours. Et donc du coup on se retrouve pour découvrir ensemble le module d'aventure Entente Forcée pour Star Wars Edge, l'ère de la rébellion, qui sera donc disponible au prix de 34,99 €. Et donc ici on vous explique que ce sera une aventure mais qui ajoute également des règles supplémentaires comme la possibilité de jouer une des races emblématiques de Star Wars que tous les fans adorent et attendent avec impatience. J'ai noté les Mandaloriens. Donc comme à notre habitude, une gamme, un classique avec énormément d'images, des choses incroyables là-dessus, ça ne change pas. Le petit résumé en format Star Wars et on arrive directement dans l'introduction avec ici, comme d'habitude, un peu plus une partie narrative, lore, romancé, et ensuite on va avoir directement les nouvelles règles. Donc là c'est la partie où si vous êtes joueur, vous pouvez encore rester sur cette vidéo-là, parce qu'on va vous présenter du coup les Mandaloriens. Donc les Mandaloriens, on va rappeler un petit peu leur histoire avec les 3 groupes scindés au moment de l'Empire des Mandaloriens, les nouveaux Mandaloriens qui sont plutôt pacifiques. On a aussi les pacifistes, on a aussi la Death Watch, du coup, qui est encore présente mais cachée, et on a aussi les anciens Mandaloriens qui se sont exilés un peu partout dans la galaxie et qui œuvrent contre des contrats pour survivre en tant que clan et pour lesquels la famille va être super importante. Donc on vous propose du coup ce profil là, donc comme on peut le voir c'est exactement la même chose que les humains, avec quelques spécificités supplémentaires. On va ensuite vous proposer en règle supplémentaire, qui est donc une règle qui est déjà disponible dans un autre supplément de la gamme, c'est le combat à grande échelle. Donc on vous le remet, pourquoi ? Parce que vous allez vraiment en avoir besoin. Il va y avoir toute une partie de la campagne qui va utiliser ces règles là de combat à grande échelle pour permettre en fait de simuler une énorme bataille, le climax du chapitre 4. Je vais pas en parler tout de suite parce que sinon je vais spoiler, on est vraiment juste là pour parler des petites nouveautés de règles, et de toute façon il va pas y avoir énormément de choses supplémentaires hormis les Mandaloriens et cette partie là de combat à grande échelle qui vous sera utile, et donc en tant que MJ c'est vraiment important de maîtriser ces règles là parce qu'elles vont être partie intégrante de toute l'aventure par la suite. Et c'est le moment, on va dire au revoir aux joueurs, on va rester que entre MJ, parce qu'on va arriver dans une partie un peu plus spoiler, on va du coup parler tous ensemble de l'aventure, on va rentrer un peu plus en détail dans les différents chapitres pour vous faire vraiment une idée de Entente Forcée, de ce qu'elle va vous proposer. Du coup, au revoir tous les joueurs, merci à vous, on reste entre MJ, entre personnes cultivées. Spoiler alert, je l'ai répété déjà plusieurs fois, c'est maintenant ici et une dernière fois ici qu'on va se quitter les joueurs si vous ne voulez pas être spoilé pour la suite de l'aventure, parce qu'on va enfin attaquer le chapitre 1. Alors s'il vous plaît, si vous voulez pas perdre votre temps et surtout ne pas vous gâcher la surprise si vous allez la jouer, passez directement à la fin et donc à la critique de la vidéo. Donc du coup le premier chapitre va être vraiment le démarrage de notre aventure. Qu'est-ce qu'on va nous apprendre ? On va nous expliquer grosso modo qu'il y a une planète qui était une ancienne planète utilisée notamment par les séparatistes, sur lesquelles il y avait des usines en fait de fabrication de droïdes qui est maintenant exploitée. Il y a une des usines en fait qui est, quand elle a été bombardée pendant la guerre des clones, qui est restée intacte. Et du coup en fait cette usine va servir aujourd'hui de lieu pour réparer les vaisseaux potentiellement de la rébellion, potentiellement de pirates mais également de contrebandiers. Et il se trouve que l'Empire a trouvé Xorn, a trouvé en fait cette base annexe là et souhaite faire un raid d'une attaque pour annihiler ce port là. Donc on va vous présenter tout ça. Donc tout d'abord on commence avec une explication de la planète Xorn. On va vous faire aussi un appel à l'aide en vous expliquant comment intégrer cette partie là dans la campagne. Et on va proposer du coup toute la description de cette planète là. On va vous proposer aussi l'arrivée, les différentes intrigues, parce qu'on va rencontrer différents personnages charismatiques vraiment dans cette aventure. On est vraiment dans une aventure l'ère de la rébellion avec énormément de négociations, énormément de moments de RP plus que de combat dans cette aventure là, et donc ça va être important de comprendre à qui on a affaire et pourquoi. Donc on va vraiment rentrer dans le détail
du point de départ de cette planète de Xorn, de pourquoi elle en est là, de qui est aux commandes, de quelles sont les problématiques qu'il peut y avoir entre les différents PNJ. Donc du coup, vous allez arriver sur cette planète-là, vous allez rencontrer différents personnages, notamment Kursa, vous allez rencontrer Ardyn, aussi Vilola, et donc en fait tous ces personnages vont vous expliquer qu'ils vont être attaqués, donc ils font un appel à l'aide, il va y avoir une première réunion qui va être organisée avec des personnes de la rébellion, il va y avoir aussi des groupes armés et potentiellement d'autres personnes. On va aussi découvrir que dans cette usine, il y a des problèmes, il y a des tensions entre des personnes qui pensent que certains sont peut-être des infiltrés de l'Empire et que c'est à cause d'eux en fait qu'il va y avoir cette attaque-là. Donc il va falloir aussi gérer un peu cette problématique-là avant de pouvoir aller à la suite. Et ce qu'on vous fait comprendre, c'est que de toute façon, la Fonderie 4, aujourd'hui, la planète ne pourra pas défendre sa Fonderie 4 parce qu'ils n'ont pas cette défense face à la puissance militaire de l'Empire. Il va donc falloir aller chercher d'autres alliés, un peu partout aux alentours, sachant qu'on sait que l'Empire va arriver très rapidement, donc on a vraiment un timer, et donc il va falloir faire des choix. Mais tout d'abord, avant de partir chercher des alliés, on va peut-être regarder un peu la fonderie, et donc là on va vous présenter un premier plan avec les différentes installations de la fonderie. Et donc vos joueurs, ils vont pouvoir un petit peu découvrir cette fonderie-là, découvrir les différents PNJ, et potentiellement décider qu'est-ce qu'on va mettre en place comme défense. Et ça va vraiment être ça le cœur du premier chapitre, c'est comprendre les enjeux internes, les conflits internes pour pouvoir permettre de les résoudre, pour que quand on va arriver à la guerre, on se tape pas dessus les uns les autres, et surtout commencer à préparer les différentes défenses qu'on va mettre en œuvre pour vraiment nous aider pour la bataille finale. Et donc c'est vraiment ça qu'on va vous présenter, et donc il y a énormément de matière à lire pour le MJ et vraiment de notes à prendre, parce que tous les choix des joueurs à ce moment-là vont avoir un impact pour la suite du scénario. On va après donc vous demander d'aller chercher des alliés. Pour ça, vous allez pouvoir soit vous renseigner auprès de PNJ qui pourront vous aiguiller. Donc ça, c'est la version facile. Soit vos joueurs vont vouloir peut-être utiliser leurs compétences, vu qu'ils peuvent jouer des politiciens, ils peuvent jouer des mercenaires, ils peuvent jouer des personnes qui vont pouvoir avoir de l'influence. Et pour ça, en fait, ils vont pouvoir se renseigner sur deux types d'alliés, qui vont être notre chapitre 2, chapitre 3, qui vont être des mercenaires mandaloriens qui se trouvent sur une planète adjacente, ou alors des esclavagistes zigériens. Et ce qu'il va vraiment falloir comprendre et jouer comme enjeu dans cette aventure-là, c'est, d'où le nom, en temps de forcer, c'est que des fois on va devoir faire des choix qui sont un peu complexes et douteux en termes d'éthique. Et ça fait totalement partie de l'aventure, et tout au long, on va avoir ce genre de propositions qui sont faites, et il va falloir que les joueurs fassent des choix. Donc on avance petit à petit, une fois qu'on a fait nos défenses, qu'on est prêt à aller partir, qu'on a eu des informations, on peut emmener avec nous un des PNJ, parce que potentiellement si on n'a pas résolu les conflits, ils peuvent se taper dessus, il y en a un qui veut devenir le chef, l'autre il veut emprisonner l'autre parce qu'il pense que c'est une ancienne de l'Empire, etc. Donc on peut partir avec un des PNJ, ou alors les laisser sur place, ils se débrouillent entre eux, c'est pas grave, et donc vous en tant qu'MJ, vous pourrez alimenter les tensions avec des calls en fait que vont recevoir sur les comlinks les joueurs, en expliquant des conflits qui peuvent arriver. Ça peut complexifier ou retarder par exemple l'installation d'infrastructures sur la planète, et donc potentiellement rendre plus dur la phase finale. Le chapitre 1 est terminé, on a pu donc poser le contexte, on a pu découvrir cette planète Xorn, surtout le gros problème majeur de cette aventure, l'attaque de l'Empire dans 48 heures. On a pu avoir quelques idées des conflits en interne et surtout préparer les défenses. Maintenant, il va falloir comment dépenser les 48 heures ou même moins restantes pour aller chercher des alliés, que ce soit avec les Mandaloriens au chapitre 2 ou les esclavagistes au chapitre 3. Une fois que vos joueurs sont prêts à partir, ils peuvent choisir du coup d'aller voir directement les Mandaloriens, ou alors ils peuvent aller voir l'Empire zigérien, et donc pour ça ce sera le chapitre 2 ou chapitre 3. Donc c'est vraiment au choix des joueurs, vous faites jouer dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas d'ordre préconstruit. On a juste le chapitre 1, le chapitre 4 qui sont imposés, au milieu on fait chapitre 2, chapitre 3 comme vous le souhaitez. Là, pour faciliter la vidéo, on va les suivre dans l'ordre, donc on va continuer avec le fait d'aller voir les Mandaloriens, et pour ça, normalement, les joueurs, ils auront pris un rendez-vous pour aller sur le port Vlemoth, sur lequel ils vont avoir rendez-vous dans un hangar. Forcément, tout va pas se passer comme il faut, on va arriver dans le hangar, et là, on va être attaqué par des mercenaires qui vont rechercher les Mandaloriens avec lesquels on a rendez-vous, et donc on va avoir une première fusillade. Donc là, ça va être un premier moment de combat qui va mettre dans l'ambiance, avec notamment un rival qui va bien fracasser, parce que le combat il est vraiment pas facile, et potentiellement il peut y avoir des impacts aussi sur le lieu, parce qu'on peut casser l'intégrité structurelle du hangar dans lequel on est.
Une fois qu'on a fait ce combat-là, on va être emmené du coup par notre ami le Mandalorien vers Aru Morut, donc qui va être l'endroit où on va rencontrer le clan Mandalorien en question, qu'on aimerait pouvoir recruter pour nous aider. Et donc là, il va falloir faire des choix, parce que du coup, quand on va arriver sur place, on va nous dire, en fait, je dois aller parler avec la chef du village, la chef du clan Mandalorien, et en attendant, vous allez devoir tuer du temps. Sauf que du temps, les joueurs, ils en ont pas tant que ça, parce que plus ils perdent de temps, plus ils ont des chances que l'Empire arrive pour attaquer. Et donc s'ils ont passé le fameux timer interne à l'aventure, l'attaque aura commencé sans eux, et quand il va arriver, des choses se seront déjà déroulées. Inversement, s'ils reviennent plus tôt, une fois qu'ils ont récupéré des alliés sur la planète, ils auront du temps supplémentaire pour faire des dépenses en plus. Donc du coup, le temps il est précieux, et donc les joueurs ils peuvent ne pas vouloir le perdre. Donc là, grosso modo, on va leur faire perdre à peu près 2 heures, et pour ça, ils auront différents choix dans la ville, donc il y a différentes descriptions qui sont faites. Ils pourront aller à la cantina du coin, pour du coup discuter avec Terok et boire avec lui, pour en savoir beaucoup plus sur les histoires, et c'est important, parce que ça va aider pour la suite des négociations. Ils pourront également aider des parents qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ils se sont associés avec des Tals, vous savez, ces gros nounours de fourrure avec une tête un peu de mouche. En fait, ils se sont associés ensemble parce que les esclavagistes zigériens enlèvent généralement des Taz, et du coup les Mandaloriens les aident, et en échange de bons procédés, et ils les entraînent au combat rapproché, parce qu'ils peuvent, on sait jamais, tomber sur des Wookiees, et ça peut être compliqué de se battre contre des Wookiees au corps à corps, et donc les Tals forment le clan Mandalorien et les jeunes au combat rapproché. Et donc là, ils sont partis en expédition un peu de survie, et ils ont pas de nouvelles, ils auraient dû rentrer, et donc ils pourront partir avec un groupe de Mandaloriens et de Tals pour aller récupérer du coup ces enfants qui étaient partis s'entraîner. Donc pareil, ça aura un impact parce qu'en fonction des choix des joueurs, ça va faciliter les négociations. Bien sûr, tout ça prend du temps, on pourra pas tout faire, c'est volontaire. Donc il faudra faire des choix. Et le dernier point qu'on pourra faire pour passer le temps ici, ce sera de se battre avec des Mandaloriens, parce que les Mandaloriens ont quand même un caractère assez bagarreur, et donc les jeunes en fait veulent s'entraîner, et ils voient des nouveaux, ils disent c'est cool, on va pouvoir s'entraîner contre des petits nouveaux qui viennent d'arriver, et donc on pourra avoir une petite rencontre avec des Mandaloriens dans le village. En plus, s'il y a un Jedi, ils vont peut-être vouloir faire un duel contre lui, parce que il y a toujours cette rivalité entre les Jedi et les Mandaloriens dans leur histoire, donc il y a vraiment possibilité de construire les choses de manière intéressante. Une fois que 2 heures se sont écoulées, on va arriver du coup à la phase des négociations avec Vera, qui est la chef du clan Mandalorien, et donc s'ils en ont appris un peu plus sur son histoire, notamment sur son père qui était le chef de clan qui a disparu il y a 2 ans, où elle s'en remet pas vraiment, elle a pris elle le clan, elle essaie de le faire tenir en ayant encore des contrats, mais il y en a de moins en moins. Et bien en fait, à rapport à ce ils auront fait, comme on peut le voir, ça va faciliter les négociations. Les négociations sont toujours en 3 étapes, à chaque fois avec n'importe quelle personne du scénario, et donc il va falloir avancer, et en fonction de comment les joueurs vont interagir avec les personnages, il va y avoir plus ou moins d'avantages ou de désavantages. Donc c'est vraiment ça le cœur de cette aventure, ça va être toutes les parties de négociation. Donc l'idée, c'est est-ce qu'ils vont réussir à avoir des Mandaloriens avec eux? Si oui, combien? Est-ce que ça va être uniquement des bénévoles, enfin des volontaires plutôt que des bénévoles qui vont venir, ou est-ce que ça va être tout le clan qui va venir les aider? Et en fait, c'est leur choix dans toute la partie du chapitre qui vont déterminer en fait les éléments qu'ils vont avoir à disposition pour bien négocier. Parce que Vera, par exemple, si on arrive et qu'on essaie de l'intimider en lui disant t'as pas le choix, faut que tu viennes nous aider, ça ne marchera pas du tout, au contraire, ce sera délétère. Donc il va falloir vraiment s'adapter au comportement des PNJ et à leurs attentes. Maintenant que le chapitre 2 est terminé, vos joueurs devraient déjà avoir de nouveaux alliés, donc potentiellement des Mandaloriens avec plus ou moins de personnes qui seront disponibles pour les aider à défendre Xorn en fonction de comment s'est passé les négociations. Il leur reste donc à savoir, est-ce qu'ils souhaitent retourner sur la planète pour rajouter des défenses, ou souhaitent-ils aller chercher des alliés supplémentaires, les Zigériens, et donc potentiellement des esclavagistes, avec tout ce qu'il y a de douteux qui va avec. Et donc les Zigériens, on va arriver sur une planète qui est Kowak, sur lequel il y a le prince Zigérien qui s'y trouve. Et en fait, le prince, déjà, il est pas très content de se trouver ici, parce qu'il a l'impression d'avoir été mis un peu à l'écart par le roi, en fait, qui est son père. Et donc, il y a peut-être moyen de négocier les choses avec eux. Mais bon, les esclavagistes zigériens, c'est quand même assez douteux, d'un point de vue... d'un point de vue moralité, sachant en plus que l'esclavage dans la galaxie, c'est pas vraiment toléré.
Aujourd'hui, ils ont un accord avec l'Empire tant qu'ils font de l'esclavage dans la bordure extérieure. Donc du coup, ils sont un peu potes avec l'Empire quand même, qui leur permet de faire leur business. Et nous, on aimerait leur demander de venir éclater l'Empire. Voilà, c'est un peu ça le contexte. C'est un peu compliqué. Et donc on va arriver dans cette planète-là, il va falloir se fondre un petit peu dans la masse, découvrir ce qui s'y passe. Donc ça manque un petit peu de description à mon goût à ce niveau-là, mais il va falloir un petit peu broder, c'est assez bac à sable. Mais vous pouvez exploiter pas mal de choses, notamment Clone Wars, il y a tout un passage sur les Igariens avec Ahsoka de mémoire, donc il y a moyen vraiment de s'en inspirer. Et ils vont découvrir pas mal de petites choses, dont notamment des combats d'esclaves avec un personnage important qui est là, qui est Nam Beroyak, donc qui est le père de Vera, donc qui a disparu il y a 2 ans. Tout le monde pense qu'il est mort, en fait il est pas mort, il a été capturé par les Igariens. En fait ils l'ont récupéré et il est devenu l'esclave du prince. Donc du coup, ils vont se rendre compte que s'ils veulent approcher le prince, il va falloir récupérer des invitations. Donc il y a une fête qui est organisée prochainement, et donc pour ça, ils vont avoir plusieurs possibilités. Ils vont pouvoir se faire rajouter sur la liste, et pour ça, il va falloir aller négocier avec des fonctionnaires pour se faire rajouter. Donc là, pareil, on rentre dans tout un tas de négociations. Ils pourront peut-être essayer de pirater pour se faire rajouter leur nom, ou alors ils vont peut-être essayer de forcer les portes en tuant tout le monde, mais dans ce cas-là, ils ont de fortes chances de mourir. Parce que forcément, le garde, il a le prince, il a ses gardes, et ses gardes, c'est pas des gens de bas étage. Donc il va falloir se défendre contre toute une armée potentielle. Ils vont pouvoir tromper les gardes pour essayer de rentrer aussi, ils vont pouvoir les soudoyer. Donc il y a vraiment différentes propositions qui sont faites à chaque fois pour vos joueurs, à rapport à comment est-ce que eux ils souhaitent jouer l'aventure. Et en fonction, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent rentrer à cette fête et rencontrer le prince. Mais tout va pas se passer si bien que ça pendant la fête, vu qu'il va falloir passer le chef de la sécurité, qui n'aura pas forcément confiance, et puis en plus, quand ils vont faire leur discours, forcément, le prince, il va dire « moi j'ai aucun intérêt », il les envoie un petit peu bouler. Et donc le chef de la sécurité pourra leur dire en fait, si tu veux une audience auprès du prince, peut-être tu peux essayer d'aller lui récupérer un objet de valeur, qui est une fameuse épée royale. Et donc cette fameuse épée, elle a été enlevée, en gros, par un autre clan, d'esclavagistes, en fait, qui est là, et on te demande d'aller la récupérer. Et donc là, du coup, ils vont pouvoir aller dans le secteur des esclavagistes de Slavos pour essayer d'aller retrouver cette fameuse épée. Et c'est donc les choix qu'ils vont faire en fonction des camps, qui vont ça plus ou moins difficile, parce qu'ils vont tomber sur des esclaves qui sont gardés ou pas, ils vont pouvoir s'infiltrer plus ou moins facilement, parce que forcément dans des clans d'esclaves, ce qu'on veut protéger c'est nos esclaves, on veut pas qu'ils sortent. Donc du coup on va les empêcher de sortir plus que de rentrer, forcément, et donc ils vont devoir enquêter là-dedans pour trouver cette fameuse épée. Et en fait ils vont se rendre compte que les Thalassiens, donc qui ont récupéré cette épée-là, et en fait ils l'ont pas volée, en fait il l'a gagné lors d'un pari. Et en fait cette épée c'est pas une épée, c'est le fameux esclave, c'est le père de Vera, qui est donc l'esclave qu'adore le prince et qu'il souhaite récupérer. Et donc là il va avoir plusieurs dilemmes moraux, parce que du coup on fait quoi? On est censé être gentil, on doit récupérer un objet, c'est pas un objet, c'est un esclave. Est-ce que cet esclave on le libère? Est-ce qu'on le ramène au prince igarien et dans ce cas-là on le remet à sa condition d'esclave? Qu'est-ce qu'on fait des autres esclaves qui est à côté? Et donc il va y avoir tous ces dilemmes moraux là qui vont arriver, et les joueurs vont devoir faire des choix. Et donc en fonction de leurs choix, on vous décrit toute la suite, vous inquiétez pas. Si jamais ils souhaitent libérer les esclaves et les faire se rebeller, vous avez tout le scénario, on vous fait clairement comprendre que c'est du suicide, ils peuvent y arriver. Il y a vraiment de quoi y arriver, mais on le voit au niveau des jets de dés déjà présents, ça va être très compliqué. Mais concrètement, ils peuvent soulever les esclaves et aller voir le prince, et en gros libérer tous les esclaves, avoir les Mandaloriens qui arrivent, récupérer donc des Mandaloriens supplémentaires qui étaient retenus esclaves, des esclaves supplémentaires, le père Mandalorien, repartir avec ça, et après pouvoir défendre la planète contre l'Empire. Ou alors, ils peuvent faire le choix moral de ramener l'esclave au prince, et dans ce cas-là, ils vont avoir toute la phase de négociation avec le prince dans la partie de l'accueil royal. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, 3 étapes de négociation, il va falloir bien négocier pour limiter les dégâts, parce qu'on va quand même demander aux Igariens de trahir potentiellement l'Empire, et donc en fonction de ce qu'ils vont raconter, ils vont avoir plus ou moins de chances de réussir et plus ou moins de succès dans ces négociations-là, parce qu'on pourra apprendre que le prince, il souhaite fomenter un coup d'état contre son père, on peut aussi apprendre que le prince, la personne en charge de l'attaque côté de l'Empire, eh bien il le déteste, et donc il est prêt à faire des efforts juste pour tuer cette personne-là, pas pour attaquer l'Empire en soi, mais vraiment pour se venger. Et donc il y a toute cette partie-là qui peut être exploitée, et qui pourra être découverte tout au long de ce chapitre.
Le chapitre 3 apporte donc des thèmes majeurs, à savoir que vont faire les joueurs. Vont-ils préférer aider le chef des Mandaloriens, libérer les esclaves, ou vont-ils s'associer aux esclavagistes pour avoir plus de chances de survivre et donc de remporter la bataille finale lors du chapitre 4 et son climax. Ne perdons pas plus de temps et découvrons le chapitre 4. On arrive au climax de l'aventure, le chapitre 4, la bataille de Xorn. Et donc c'est là où tout va vraiment se passer, c'est vraiment le moment le plus épique de la campagne. C'est que, ça y est, on y est, l'Empire arrive, il va falloir défendre, et c'est là où les règles présentées en début de livre vont intervenir, vu qu'on va avoir que des combats de masse. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout d'abord, on va avoir les derniers ajustements possibles s'il reste du temps. Si jamais on est en retard, ça aura commencé, donc on a différentes phases de bataille, elles auront déjà commencé. Et en gros, vos joueurs, eh bien, ils vont avoir aussi des cibles d'opportunité. Donc ils vont avoir des missions spécifiques pour eux, s'ils le font, ils contribueront moins à l'effort de bataille général, ils vont devoir déléguer du coup par exemple le commandement à différents généraux pour gérer les jets de dés à leur place, et eux vont pouvoir faire des missions un peu en mode équipe spéciale qui auront des impacts pour la suite de l'aventure, donc faut pas les négliger non plus. Ça rendra plus difficile à passer certaines phases, mais ça permettra d'avoir un dénouement final qui ne sera pas du tout le même. Donc tout d'abord on va commencer par une bataille orbitale, forcément, l'Empire arrive avec ses gros croiseurs interstellaires, avec ses grosses navettes, tous ces vaisseaux d'assaut, ils vont arriver, et donc il va falloir défendre toute cette partie-là. Donc on va être dans la partie un peu plus hors atmosphère de la planète. On avait donc un vaisseau épave qui était présent, qu'on pourra réparer dans le chapitre 1, se servir pour mettre des canons, pour avoir une première base de défense, avec différents vaisseaux aussi croiseurs qu'on pourra envoyer pour se défendre contre l'Empire. Donc là, il va falloir défendre cette partie-là. Eux, ils pourront, du coup, en parallèle, aller récupérer une cible, une espionne, qui se trouve dans le vaisseau principal. Et donc, ils vont devoir aller faire ce choix-là, et elle est super importante pour la fin de l'aventure. Donc, ils vont pouvoir le faire. S'ils le font pas, tant pis pour eux. Ils n'auront pas les informations, et le dénouement ne sera pas forcément le même. Donc, on va commencer avec 3 phases de bataille orbitale, où au fur et à mesure, forcément, l'Empire va gagner du terrain. Et donc le but, c'est à chaque fois qu'on va gagner des phases, en fait, on va augmenter le temps nécessaire à l'Empire pour avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout de 4 heures de jeu, ce qui va se passer 4 heures, il y a les rebelles qui vont arriver nous aider, donc ce sera la fin de la bataille. Si on arrive à tenir jusqu'à l'arrivée des rebelles, on a gagné. Si on perd avant, finito, on a perdu. Et donc du coup, chaque phase fait à peu près passer 20 minutes. Et si jamais, en fait, on gagne la phase, on va doubler le temps, ça va être du 40 minutes. Ce qui permet en fait qu'on avance de moins en moins dans la bataille, potentiellement, donc moins en moins de dégâts, moins en moins de morts, avant que les rebelles arrivent pour nous aider. Et donc ça va être tout un jeu comme ça de taquin, et en fonction en plus des préparations et des défenses qu'ont remis en place vos joueurs, de qui ils ont affecté à quel endroit, ils auront des bonus supplémentaires ou pas. Donc c'est très compliqué à masteriser. Je pense que le MJ doit prendre énormément de notes, se faire des cartes mentales tout au long de l'aventure pour savoir exactement ce qu'a prévu en fait les joueurs. Et en amont de jouer ce chapitre 4, c'est bien fait un bon résumé pour être sûr de bien enchaîner. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qu'on va vous donner, c'est en cas d'échec. Si vous avez fait ci, ça rajoute tel type de dé. Si vous avez fait ça, il va se passer tel type de dé. Donc c'est vraiment du conditionnel, un peu comme un algorithme décisionnel. Et donc, il faut le préparer en amont, sinon ça va être très compliqué. Parce que cette partie épique, il faut la jouer fluide. Il faut vraiment penser comme dans un film. Le moment de bataille finale, il y a tout qui s'enchaîne, ça explose, il faut faire des choix rapides pour vos joueurs. Pour qu'il y ait vraiment ce côté-là, vraiment de grosses batailles épiques à la Star Wars. Une fois qu'on a passé les phases 1, 2, 3, on va arriver dans les phases 4, 5, 6. Donc ils ont pénétré l'atmosphère, il va y avoir encore quelques combats en l'air, mais cette fois-ci en atmosphère, dans l'atmosphère. Et en même temps, on va voir la bataille donc, du cimetière. Donc il y a un cimetière de vaisseaux et de droïdes qui est aux alentours de cette fonderie, qui est décrite dans le chapitre 1. Et donc l'Empire va commencer à avancer avant d'arriver au puits pour descendre dans l'usine numéro 4. Donc du coup, on va avoir toute cette défense-là. Et là, leur cible d'opportunité, ça va être une forteresse flottante qui va couper toutes les communications. Si on le fait pas, il n'y a plus de com, on peut plus donner d'ordre, c'est un peu compliqué pour grosso modo se défendre et se préparer à ce qui arrive. Donc il va falloir y aller d'urgence, casser cette forteresse flottante, sinon plus de comlink, plus de communication, et bon courage pour la suite et surtout pour pouvoir orchestrer un peu de tout le monde, pour les replis, etc. Parce que si les gens se replient pas, ils vont mourir. S'ils se replient pas et qu'ils sont morts, il y a des gens en moins pour défendre pour la phase d'après, donc moins de dés, et donc moins de réussite. Donc on va avancer du coup avec cette bataille-là, qui va voir forcément les forces de l'Empire avancer petit à petit. Tant qu'on n'est pas aux 4 heures de jeu, on enchaîne les phases les unes après les autres.
Une fois qu'on a fini ces 3 phases-là, on va arriver à la phase suivante, qui va être la bataille de la fonderie, et donc là on arrive vraiment dans les derniers retranchements, on est dans notre fonderie, il faut la défendre, et donc là pareil, en fonction de ce qui aura été mis en place, on va plus ou moins faciliter la défense, on va peut-être renforcer des portes, pour éviter que certaines choses se passent. On va pouvoir aussi avoir un peu plus d'informations sur le chef de l'Empire, hein, la personne qui est en charge de cette attaque, et se rendre compte qu'elle a des liens familiaux avec une des personnes qui est dans la fonderie, que pour beaucoup en plus ils pensent qu'elle aura peut-être trahi, elle les aura trahis au profit de l'Empire, alors que pas du tout. Vu que c'est un ancien enfant de la planète en fait, et ça l'arrange bien ce capitaine d'attaquer, parce qu'en même temps il a un peu une certaine connexion avec la force, et on l'a jamais appris à la maîtriser. Il sait que si ça c'est... potentiellement il va être en difficulté, hein, il va être poursuivi par l'Empire, vu que les Jedi sont chassés, en tout cas les utilisateurs de la force. Donc en fait il veut faire taire aussi un peu tous les secrets. Donc en fait il profite du fait qu'il y ait une base rebelle, pour exterminer un peu tout le monde, effacer son passé, et continuer sa petite vie dans son coin bien tranquille. Mais ça, ils vont pouvoir le découvrir avec les révélations finales, et surtout en fonction des choix qu'ils ont fait. Donc la bataille, elle avance au fur et à mesure dans la fonderie, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier endroit, qui sera la fin de la bataille, et donc là, s'il nous reste du temps, on va passer à dos au mur, si on n'a pas terminé le temps, et donc dos au mur sera répété 3 fois, et au bout de 3 fois, la 3e fois, on aura perdu. Ce qui va se passer, c'est que les joueurs auront le choix entre se rendre, s'ils se rendent, ils ont perdu, ou continuer de se battre avec de moins en moins de personnes avec eux. Et donc s'ils continuent de se battre, eh bien il faut attendre que le temps passe, et si le temps est écoulé, à la fin, ce sera terminé. Et à chaque fois que dos au mur se répète, on va avoir des éléments qui vont se passer au niveau de nos personnages joueurs, et donc c'est vraiment les révélations qui vont arriver petit à petit. On va avoir des personnages qui vont vouloir tuer le général, sauf qu'il va se mettre en difficulté. Bref, on a vraiment toute une partie très RP qui est là, jusqu'à l'arrivée de la flotte, et donc la délivrance, le fait que les rebelles vont sauver cette usine, vont déjouer l'attaque de l'Empire, et vont mettre fin à ce raid, en sauvant du coup cette planète de Xorn, cet avant-poste qui est à la fois utile aux pirates, aux contrebandiers, mais surtout à l'Alliance. On termine l'aventure avec un petit après-bataille, où on vous explique la suite qui pourrait se passer, avec des interrogatoires, etc., en fonction des choix qui auront été faits dans le dénouement final, avec est-ce que les capitaines étaient tués ou pas, est-ce qu'il y en a un qui a pété un câble et on se rend compte que il est en fait sensible à la force, enfin tout ça, voilà. Il y a toute une partie là-dessus, je vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est vraiment la fin de l'histoire, je vais pas vous spoiler toute l'intégralité, je vais vraiment vous présenter la campagne. Et on termine quand même avec une petite page très cool, que moi j'ai trouvé cool, c'est qu'en fait on peut vous proposer de continuer la campagne, parce qu'en fait là c'est cool, on a défendu Xorn, on a défendu l'usine numéro 4, mais potentiellement il y a encore d'autres choses à faire, il va falloir peut-être approvisionner la flotte, il va y avoir aussi le retour à Romut avec les Mandaloriens, parce que les Mandaloriens s'ils viennent nous aider ils ont abandonné leur camp, peut-être il s'est passé des choses, donc voilà, on vous donne des idées de pistes de scénario pour la suite. Et les Igariens, du coup le prince il revient, et peut-être qu'il s'est passé des choses aussi, peut-être que son coup d'état il a commencé à être découvert, et si jamais c'est pas le cas, peut-être qu'on peut aller l'aider à faire le coup d'état contre son père. Voilà, donc on vous donne un peu tous ces éléments-là, en fait on vous donne différents éléments pour vous aider à poursuivre cette aventure-là, qui du coup se déroule sur 90 pages, à peu près 94 ou 96 de mémoire. 96, c'est bien ça. Et on termine du coup avec l'illustration initiale, sans oublier les petits signets maintenant qu'il y a dans la gamme pour faire marque-page. Et c'est ça qui va conclure notre découverte de l'ère de la rébellion. Je vous propose qu'on se retrouve du coup très rapidement face caméra pour la critique et pour que je vous donne mon avis. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de cette aventure? Eh bien écoutez, moi je l'ai trouvé très très cool, même si le scénario est plutôt classique. On appelle les rebelles qui vont devoir défendre contre l'attaque de l'Empire, eh bien on a quand même des thématiques assez profondes. Pourquoi? Parce qu'on va devoir aller chercher des alliés, et donc il va falloir négocier avec des gens pas forcément recommandables. Et je trouve ça très très cool, parce qu'on va casser un peu le côté manichéen habituel de Star Wars, surtout des épisodes 4, 5, 6, où il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Ici, eh bien non. Parfois, l'Alliance va devoir s'associer avec des renégats, avec des esclavagistes pour pouvoir se défendre et donc contrer l'Empire. Et c'est très cool, parce que moi, ça me fait penser un petit peu à la série Andor. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, ce sont des nuances de gris, et c'est ça qui est intéressant dans Star Wars. Ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est qu'on va exploiter à fond la mécanique de combat épique, certes déjà présente dans Officier de terrain sorti en 2018, et bon courage pour trouver ce supplément-là. Donc
Certains vont dire oui, c'est un doublon de règles, certes c'est que 2 pages, ça permet au moins de pouvoir les exploiter totalement, de pouvoir jouer cette partie-là, ce chapitre 4 du scénario, qui apporte vraiment un côté épique et narratif énorme en fait, parce que du coup les joueurs vont devoir faire des choix entre est-ce qu'on est sur dans la bataille avec l'armée qu'on vient de monter un petit peu à la va-vite et donc pour laquelle il n'y a pas forcément de bonne coordination, ou est-ce qu'on va aller faire des petites missions annexes très importantes qui vont permettre d'avancer encore plus dans l'histoire, d'avoir le lore qui va se débloquer et surtout potentiellement de résoudre certaines situations critiques sur le champ de bataille. Et ce côté-là est vraiment très très important et reflète très bien, je trouve, ce qui se passe dans les films. À chaque fois, il y a des batailles. Si je prends la bataille de Naboo, il y a une bataille, et bien nos héros, ils sont autre part en train de faire autre chose. Ils délèguent totalement le cœur de la bataille aux armées. On va avoir Anakin qui lui va aller détruire le vaisseau séparatiste. On va avoir nos 2 Jedi, Obi-Wan et Qui-Gon qui eux vont se battre contre Dark Maul. Et donc ça donne vraiment cet aspect-là en fait qu'on va reproduire en disant vous avez aussi vos scènes à vous qui sont importantes, qui aura un impact sur la bataille, mais qui n'a pas un impact direct sur le champ de bataille. Et ça, c'est très cool. Pour qui est-ce que je recommande ce supplément-là? Déjà, pas pour des MJ débutants, ni pour des joueurs débutants. Pourquoi? Parce que déjà, on demande d'avoir 150 points d'XP pour se lancer dans l'aventure, ce qui n'est pas énorme, mais qui va demander déjà entre 3 à 6 sessions de jeu avant de rentrer dans cette campagne-là. De plus, elle est complexe à masteriser. Il y a énormément de négociations avec un peu des arbres en fait de conditions, un peu comme des algorithmes. Et donc du coup, il faudra bien anticiper les sessions pour bien comprendre qu'est-ce qui va se passer en fonction des choix de ces joueurs. Et donc ça, c'est pas à la portée de tous. Le chapitre 4 va dépendre énormément de ce qui a été fait dans les précédents chapitres, qui va demander du calcul et de la préparation en amont. D'ailleurs, je vous déconseille de vous lancer dans ce chapitre sans avoir pris le temps au préalable vraiment de marquer tout ce qu'a fait vos joueurs, ce que ça va débloquer ou pas dans les différentes phases du combat du chapitre 4 pour rendre ça très fluide. Si c'est pas fluide, on va perdre totalement ce côté épique, ce côté bataille qui doit s'enchaîner, aller vite avec un timer imposé qui va mettre de la pression à vos joueurs et ça cassera totalement l'effet. Donc du coup, si vous êtes débutant, je pense que ça peut être un peu complexe à prendre en main, mais si vous avez déjà fait du Star Wars, que vous avez déjà enchaîné plusieurs sessions, que vous n'avez pas peur de ça en tant que MJ, foncez, l'aventure est vraiment très très cool. En conclusion, cette aventure s'intègre parfaitement dans l'ère de la rébellion et donc vraiment cette ambiance où il va y avoir des diplomates, des conflits internes, mais également des négociations. Ce sera vraiment le mot-clé de cette vidéo, les négociations qui auront lieu tout au long de cette aventure. Et il faudra rester zen pour permettre à tout le monde de se réunir autour de la même table du même champ de bataille pour réussir à défaire l'Empire qui attaque la planète de Xorn. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. C'est toujours difficile de critiquer les modules d'aventure sans trop spoiler, tout en vous donnant les différents éléments pour que vous fassiez une idée de est-ce que cette aventure est là pour moi. Je vous laisse me dire en commentaire si du coup j'ai donné suffisamment d'éléments ou si vous souhaitez des compléments d'informations que je puisse vous y répondre. N'oubliez pas le jeu concours, pour cela je vous renvoie au début de la vidéo avec toutes les instructions pour pouvoir gagner l'entente forcée. Je profite également de ce moment pour remercier l'intégralité de nos tipeurs. C'est grâce à vous si nous pouvons aller sur les salons, donc merci à tous pour votre soutien. Et amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires, c'était Zachem, et surtout, que la force soit avec vous.